Temps. Je vais commencer. En l'attendant, merci de nous rejoindre. Elle nous présentera tout à l'heure des cas d'usage de la plateforme au sein de l'entreprise. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant via cette présentation, c'est que dans l'inconscient collectif, on a souvent l'impression que le BIM est réservé aux grands projets. On va voir dans un instant que c'est pas vrai du tout. Le BIM et les différents outils sont efficaces pour tout type de projet. On a déjà une question, c'est peut-être… non. Je vais donc commencer à vous présenter rapidement l'agenda et puis Revisto, en espérant que Sophie arrive à se connecter. À l'ordre du jour, aujourd'hui, donc une introduction de ma part de Revisto et puis l'introduction de Sophie, et qui va ensuite nous présenter le retour d'expérience via une approche agile, donc grâce à Revisto. Comment il visualise les différentes maquettes, comment CLK Construction effectue les contrôles de la qualité via la plateforme, le suivi également au travers de Revisto, et comment ils utilisent les rapports, que ce soit via les plans ou via les remarques tout simplement. Et puis, on laissera 10 minutes environ pour des questions-réponses. Je serai également à l'écoute de la présentation de Sophie, donc j'aurai le temps de regarder un petit peu les questions et de répondre également au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question si tout le monde nous entendait bien. N'hésitez pas à ajouter dans le chat via Converser si vous nous entendez bien. Super, merci beaucoup. Quelques chiffres, Revisto en quelques chiffres, ça a été fondé en 2008. On a une présence à l'international dans 150 pays. D'ailleurs, on a un bel exemple aujourd'hui. J'ai vu que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous venez un peu de partout, donc du Luxembourg, de la Suisse, de la France, également du Canada, j'en ai vu. D'ailleurs, bonjour et merci à nos amis canadiens. Je sais qu'il est très tôt chez vous. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On voit que le digital concerne tout le monde et puis un sujet forcément d'actualité. On a également 150 000 utilisateurs à travers le monde et un taux de renouvellement de licence de 98%, qui nous montre tout simplement que Revisto est utile et utilisé. Une liste qui est non exhaustive des clients aujourd'hui qui utilisent Revisto. Donc forcément, on va retrouver CLK, mais également Bouygues et puis Vinci, par exemple, en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas que des promoteurs constructeurs, que des entreprises générales, mais aussi des architectes, des BET, et que finalement, tout le monde y trouve son compte et tout le monde peut communiquer sur un même projet via la plateforme. Ici, on a un graphique qui représente certains des processus qui ont été améliorés grâce à Revisto. D'ailleurs, n'hésitez pas à mentionner dans le chat si c'est quelque chose que vous voyez ou si c'est quelque chose que vous vivez encore. On a par exemple des gens qui vont imprimer le plan via une imprimante pour faire des annotations dessus. Et ça, dans n'importe quelle phase de projet. Ça peut être en développement, en pré-développement, en exécution. Et puis ensuite, ils vont même créer des rapports Word. Ça peut être des screenshots qui sont accompagnés soit d'annotations ou soit d'un email. Ça peut être également des envois de différents fichiers, tels BCF, IFC par exemple. Et tout ça peut être un petit peu confusant. Ça peut nous faire perdre du temps. D'où l'analogie avec le couteau suisse qui représente Revisto et qui permet finalement de condenser les informations et de les réunir sur une seule et même plateforme. Donc, de pouvoir garder l'historique et puis de pouvoir même analyser, rendre la donnée analysable dans une démarche d'amélioration continue. D'ailleurs, Harvard Business nous montre a fait une petite étude, et ils appellent ça du context switching, c'est-à-dire de pouvoir, c'est-à-dire de changer d'une application à une autre, d'un process à un autre, et il nous explique qu'on peut perdre jusqu'à 40% de productivité, soit 2 heures par jour.
D'ailleurs, CLK va nous montrer comment ils ont amélioré leur processus via Revisto aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de manières de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Revisto, on peut l'adapter finalement au process de chaque entreprise. On ne parlera pas beaucoup des logiciels avec lesquels on est interopérable, mais plus des cas d'usage que CLK va nous présenter. Donc, je voulais juste vous toucher 2 mots au sujet des différents logiciels avec lesquels on a plugin, que vous voyez ici à l'écran. Mis à part Solibri, avec lesquels on va passer par des BCF, donc des formats qu'on supporte, tels que l'IFC. On supporte également la réalité virtuelle ou les nuages de points. En 2 mots, le flux de travail, pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne. Donc, on part forcément des logiciels de conception qu'on va convertir au format Revisto. Une fois que c'est fait, on va pouvoir inviter toutes les personnes qui sont concernées par le projet. Elles auront du coup accès à l'information et vont pouvoir elles-mêmes en ajouter. Ces informations seront partagées dans le cloud pour une communication plus efficace, plus digitale. Et puis, sur des projets également sensibles, on va pouvoir passer par des serveurs locaux. C'est tout pour moi. Je vais essayer de voir si Sophie a réussi à nous rejoindre de la bonne manière. Juste pour terminer, la collaboration donc, change, puis on l'a bien vu, bien vu dans les circonstances actuelles. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs passé la licence test à 30 jours. Donc, toutes les personnes qui souhaitent tester Revisto peuvent avoir un accès gratuit donc, jusqu'à 30 jours. Et pour toutes les licences qui sont déjà courantes ou les nouvelles licences qui arrivent, on a doublé le nombre d'utilisateurs pour 60 jours. Donc, ça a démarré dès le début du confinement, donc normalement, ça devait prendre fin bientôt. On a décidé de le repousser encore un petit peu et de donner donc, quasiment un mois de plus qui va se terminer le 1er juin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, je reste disponible après la présentation. Je vous donne ici mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à les noter si vous avez des questions après la présentation. J'espère que vous êtes confortablement assis pour la suite de la présentation. Est-ce que, du coup, est-ce que vous voyez la présentation? Là, je n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si tu peux… Ah, voilà, ok. Alors, je vais mettre en grand. Tu devrais pouvoir partager l'écran. Ok. Partager l'écran, voilà. Donc, écran. Est-ce que c'est en ordre maintenant? Ah non, pardon, partager. Oui, c'est tout bon. Okay. Super. C'est parti alors. Donc voilà, bonjour à tous et tout d'abord un grand merci à Revisto pour son invitation à partager notre expérience avec son logiciel qui, comme vous allez le voir, est extrêmement complet. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sophie Brouwers. Je suis responsable de tout le côté technique, c'est-à-dire la réalisation des constructions. Et je dirige également d'autres départements, tels que des designers d'intérieur, paysagistes, etc. Et j'ai un master en physique. Et même si je suis physicienne, je partage très clairement l'avis qui indique qu'entre la théorie et la pratique, il y a parfois une légère petite différence. Et ceux qui font du chantier parmi vous savent de quoi je parle. Entre la théorie, des plans très clairs, on sait ce qu'on veut bâtir, et la réalisation avec les intempéries, les plans où il manque parfois des informations, le coronavirus, bref, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais je pense par contre que la théorie, si elle est bien réfléchie, si elle est bien expliquée, elle peut vraiment aider à la pratique. Et ça va être l'objet ici de cette présentation. Et pour une excellente pratique, il faut aussi une excellente équipe. Et donc, j'ai la chance d'être entourée par des équipes dynamiques, que ce soit au niveau plus conception et accompagnement du client, qu'au niveau de la réalisation, où j'ai la chance de travailler avec énormément d'artisans qualifiés au sein de la société, maçons, chauffagistes, charpentiers, et j'en passe.
Et c'est clair que la construction est un secteur qui évolue beaucoup et pour ça, ça me semble assez indispensable à l'heure actuelle de former les personnes, que ce soit aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de construction ou à la sécurité. Alors, du personnel qualifié, pourquoi faire? Nous réalisons chez CLK principalement des maisons unifamiliales, donc c'est-à-dire le client vient avec un terrain principalement et j'ai une petite remarque ici, je ne sais pas si on m'entend très clairement, peut-être. Et on t'entend bien. Voilà, pardon, je suis peu habituée à Zoom, mais j'avais une petite lumière qui s'allumait, donc je préfère être sûre. Donc voilà, donc les clients viennent chez nous avec son terrain, parfois des plans également déjà aussi. Et donc, ce sont des constructions 4 façades, des pavillons, comme on dit parfois selon la région, ou des jumelés, etc. Et on fait aussi des petites résidences. Là, je parle entre 6 et 12 appartements, aussi pour le client particulier. Et dans les 2 catégories, on a aussi des projets qu'on développe nous-mêmes. Donc voilà, c'est vrai que notre objectif chez CLK, c'est vraiment d'accompagner le client de A à Z, de le prendre par la main pour créer son cadre de vie, là où il va habiter, quelque chose qui soit vraiment adapté à ses besoins, mais aussi d'avoir des maisons qui sont à la pointe de toutes les possibilités actuelles, tant du point de vue écologique, énergétique, avec des maisons passives, avec un impact environnemental assez réduit. On parle beaucoup de tous les produits cradle to cradle. Et au niveau écologique, bien entendu, on pense à la santé des habitants également. Donc, tous ces points-là sont vraiment importants. Et pour pouvoir concevoir ces projets, ils sont chacun sur mesure. C'est vrai que c'est un vrai plus pour nos clients, mais c'est aussi une difficulté pour nous parce que chaque projet présente des contraintes particulières, des surprises qu'on découvre parfois un peu plus tard. Et donc, c'est vrai que c'est important de suivre tout ça. Il y a pas mal de contraintes, bien entendu, les contraintes liées aux clients sont les premières concernées, combien de pièces, la superficie, etc. Mais il y a aussi plein d'autres contraintes. Premièrement, le terrain. C'est clair que ceux qui connaissent le Luxembourg savent qu'on n'est pas un pays plat. On a souvent un étage de différence entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, parfois même 2. Et on a une pression immobilière qui est également importante et donc chaque centimètre carré doit être rentabilisé. Les contraintes sont là également et il faut parfois user d'intelligence avec des reculs pour pouvoir construire un étage supplémentaire. Qui dit recul, dit mur porteur non aligné. Et ceci combiné avec des grands espaces souhaités par le client, des grandes ouvertures dans les habitations, pousse à avoir une étude statique assez détaillée, parfois relativement tôt au niveau du projet. Enfin, étant donné qu'on construit passif, on a toutes les contraintes techniques spécifiques telles que la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, où là, il faut prévoir un emplacement pour les gaines qui fonctionne. Il faut prévoir aussi l'emplacement pour l'unité extérieure de la pompe à chaleur et également, qui dit passif, dit faire attention aux ponts thermiques qui sont aussi extrêmement importants ou encore à la surchauffe des bâtiments. Et donc, c'est clair que chacun a ses connaissances, ses compétences techniques à apporter au niveau du projet pour sa réussite. Et donc, je pense ici aux architectes, aux ingénieurs, mais aussi à tous les responsables techniques, aux conducteurs de chantier qui rapportent, qui font remonter l'information du chantier également. Et donc, tous doivent pouvoir travailler ensemble efficacement en même temps sur un même projet. Et pour y arriver, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une approche agile du processus. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'être sur une méthode qu'on utilisait plus avant, qui est l'architecte fait son plan et puis passe au suivant et où chacun fait son travail, mais du coup est parfois fortement remis en question par les conclusions du suivant. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche
plus par petits pas, où chacun, petit à petit, aboutit le projet ensemble, voilà, de façon large, tout le monde ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est une approche qui est à l'heure actuelle, chez nous en tout cas, encore en évolution. Et c'est clair que Revisto, par rapport à ça, est vraiment un outil formidable. Maintenant, cette approche ne peut, à mon sens, s'appuyer qu'au travers d'un processus BIM, parce que c'est clair que approcher la construction en réalisant une première fois une maquette qui correspond à 100% ce qui va être réalisé sur chantier, ben c'est autant d'erreurs qu'on ne fait pas par la suite. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de construire une première fois ce bâtiment de façon numérique, avec un maximum d'informations, avec un maximum de détails, pour faciliter le chantier par la suite. Et d'un autre côté, du point de vue du client également, ben, c'est difficile d'imaginer une communication plus simple que de faire visiter son client une première fois son futur bâtiment avant même qu'il soit construit grâce à la réalité virtuelle. Et Revisto le permet aussi, et c'est vrai qu'on a des retours assez agréables des clients qui se rendent tout de suite compte des dimensions, des fenêtres, est-ce qu'ils voient au travers ou pas, et on a fait plusieurs modifications déjà par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment un vrai atout pour le client. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation de CLK et pourquoi est-ce qu'on a choisi Revisto. Je vais passer maintenant à la démonstration. Donc je vais vous présenter plusieurs maquettes. Je vais ouvrir du coup Revisto. Je ne sais pas si vous voyez toujours bien. Pardon. Si, c'est super. Merci déjà pour la présentation. C'était top, très clair. Voilà. Parfait. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps pour expliquer exactement le processus, comment est-ce qu'on prend tout ça en main, mais juste quand même pour vous préciser. Donc, comme je l'ai dit, la maquette BIM, elle est centrale, et donc c'est important pour nous qu'elle soit réalisée dès que la conception est suffisamment fiable pour faire une maquette, donc vraiment au plus tôt dans le processus. Et du coup, ça permet après de l'intégrer dans Revisto, de faire évoluer jusqu'à l'aboutissement où on fait une réunion où on rassemble du coup toutes les personnes, après virtuel ou physique, ça dépend des événements, mais du coup où on rassemble toutes ces informations-là et on démêle les derniers points lors de cette réunion technique. Et donc voilà, comme vous pouvez voir ici, on a pas mal de projets en cours. On a environ 50 projets, donc conception, réalisation. On voit, on a des maisons principalement unifamiliales et 4 façades. Et quelques résidences l'année. Et je voudrais commencer par vous présenter l'une d'elles ici, qui est une résidence qui se situe à Luxembourgville. Donc c'est clair que Luxembourgville est un emplacement densément peuplé, contrairement aux villages alentours. Et donc là, on a un prix de vente qui va se situer sur ce projet aux alentours des 10 000 €. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'à ce prix-là, chaque mètre carré compte. Et on voit ici très clairement les reculs qu'il a fallu réaliser pour vraiment prendre au maximum la surface possible. D'un autre côté, c'est un projet également où on a utilisé l'entièreté de la surface disponible du terrain, donc la dimension du bâtiment égale à la dimension du terrain, donc des 4 côtés. Donc c'est vrai que c'est un projet qu'on a moins l'habitude de faire. Et pour ce projet-ci, on s'est entouré de 3 bureaux différents. Le bureau d'architecture BANIS, le bureau de techniques spéciales Buildtech et le bureau de statique Plan B. Juste pour être très clair également au niveau de cette présentation, ce sont des plans qui sont en cours d'élaboration. Donc forcément, il y a des petites choses à corriger et j'ai même fait exprès de les laisser parce que voilà, sinon j'aurais rien à vous montrer et c'est vraiment pas l'objectif de notre rendez-vous.
Et donc voilà, je voudrais vraiment remercier les différents bureaux que je viens de citer de me laisser vous montrer leur travail. Et j'en profite également pour ajouter que chez CLK, on est vraiment très content de notre collaboration et de leur professionnalisme. Donc vraiment, si vous avez des jolis projets ambitieux à faire au Luxembourg, en BIM ou pas, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et donc voilà, et donc chacun des bureaux apporte sa maquette au projet et c'est notre BIM coordinatrice, Madame Thiago, qui rassemble tout cela dans Revisto. Donc son rôle à elle est de contrôler que le BIM Execution Plan est bien respecté, que les paramètres sont corrects, que la maquette est dessinée de la même façon qu'on va la construire et qui traduit également les maquettes d'un logiciel à l'autre. Donc c'est-à-dire que par exemple, elle va prendre la maquette de l'architecte, mettre les paramètres ou mettre en exergue ce qu'il faut pour que cette maquette puisse être directement reprise par l'ingénieur statique, par exemple, et qu'il n'ait pas à redessiner tous ces points, ce qui réduit aussi les erreurs d'encodage. Et donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ces maquettes. On voit qu'on a ici en haut un cube qui permet du coup de sélectionner les objets et ici les maquettes. Donc on voit qu'on a deux maquettes. On a la première maquette qui est celle de l'architecte, voilà ici qu'on voit depuis le début. Et on a une deuxième maquette qui est celle du bureau Buildtech, donc des ingénieurs. Donc, pour pouvoir voir les deux ensemble facilement, le plus simple, c'est de mettre une des maquettes en transparence. Et on voit déjà ici qu'on a une vue assez complète du bâtiment. Mais on a beaucoup de choses. Et donc, pour avoir une vue plus claire, je vous propose de faire une sélection également par objet. Donc, on peut aller au niveau de l'objet et comme on est dans l'IFC, donc chaque objet appartient à une certaine catégorie et on peut facilement les activer ou les désactiver. Donc on peut faire ça. Les portes, par exemple, ce qui est encore pratique de faire, c'est le mobilier intérieur, si l'architecte a rajouté des tables et des chaises pour voilà, l'optique. Et donc voilà, ce que je vous propose ici, c'est de sélectionner tout ce qui concerne les tuyaux et pour se repérer dans l'espace les dalles. Et donc voilà, on a déjà une vue qui est beaucoup plus claire et qui permet déjà de faire certains contrôles relativement rapides. Donc on voit qu'on a ici les arrivées des machines de ventilation, donc les arrivées d'air et les rejets d'air ici qui vont chaque fois à chaque étage vers les façades. On voit également que les tuyaux de distribution de la ventilation se situent dans les dalles. On peut voir également voilà, les descentes, les décharges. Donc, on voit qu'il y a ici 3 décharges, toutes bien verticales, hormis cette légère déviation au dernier étage. Donc, c'est juste parfait. Et on voit également pour chaque élément, lavabo, évier, également les décharges et comment elles sont raccordées aux décharges principales. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble assez rapide sur le projet et peut-être déjà de faire certaines remarques ou de poser certaines questions, comme par exemple ici sur cette vue-ci, on voit qu'on a un élément ici sur un des balcons qui a été déposé par l'ingénieur et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est bien normal, à quoi correspond-il ou est-ce qu'on ne doit pas le retrouver sur les autres terrasses également. Donc, je vous propose de faire cette première question ensemble. Alors, peut-être avant même de soulever le point, on peut se poser la question, est-ce que ce point n'a pas déjà été soulevé par une autre personne qui a contrôlé la maquette? Et donc, là, on a une petite vue ici en bas qui permet de rendre visibles les problèmes. Vous voyez, quand je clique dessus, les questions apparaissent. On a des questions rouges qui sont toujours en suspens et on en a vertes
qui, elles, sont résolues. Donc, on voit qu'ici, au niveau de ce balcon-là, on n'a pas de remarque particulière qui a déjà été indiquée. Donc, je vous propose de faire ça ensemble. Alors, quelle que soit la vue dans Revisto, on a cette petite bulle qui permet justement de soulever les remarques. Simplement en cliquant dessus, on voit qu'on est dans un autre environnement et cette bulle-là qui du coup peut être déplacée. Alors, vous voyez qu'elle recule et qu'elle avance vraiment pour se mettre sur l'élément qui est visible. Donc, ça permet de figer la bulle en 3 dimensions. Et cette bulle, on la retrouvera également aussi au niveau du plan. Je vous montrerai plus tard comment regarder les plans. Mais donc, cette remarque va vraiment être dans les 2 dimensions, aussi bien au niveau de la maquette que des plans. Alors, quand on est ici, on voit qu'on a toute une série d'outils mis à notre disposition pour dessiner sur la vue qu'on aura choisie. On peut ajouter des flèches, des ronds, choisir les couleurs. Là, on est vraiment dans un environnement très facile et très intuitif pour mettre toutes les remarques qu'on souhaite. Et on peut simplement en titre poser la question du coup à la personne concernée, donc ici présence d'un siphon, avoir sur les autres terrasses et relié à, voilà. Donc, une petite remarque qui permet à la personne qui va lire ce message de comprendre ce qu'on veut dire. On peut également ajouter du texte sur le dessin. Et une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a indiqué, on peut simplement cliquer sur Terminer. Voilà. Alors là, on passe dans une autre vue. Donc, tout à l'heure, on était au niveau de la 3D ici en haut. Ici, on passe du côté suivi des problèmes. Alors, je vais vous partager rapidement comment est-ce qu'on les assigne. Donc, on voit ici à gauche les dessins qui ont été faits. On les retrouve ici au niveau de la conversation. Alors, par défaut, chaque problème qui est créé est mis ouvert, dans l'état ouvert. Au fur et à mesure de sa résolution, il va passer par en cours, résolu quand le travail est fait et fermé quand c'est contrôlé, c'est bon et le problème est définitivement clôturé. On retrouve le titre que j'ai indiqué de l'autre côté. On peut mettre des priorités et des délais par rapport à la remarque. On peut du coup indiquer une personne comme bénéficiaire. Là, après, la personne en question va recevoir l'information et va savoir ce qu'il y a à faire. L'auteur du rapport, ben, je me retrouve, c'est bien correct. On peut également ajouter des observateurs à ce problème-ci qui permettront du coup à ces personnes de suivre l'évolution du problème. Donc voilà, ici public, le reste est en ordre. On a une deuxième colonne qui permet, elle, de faire le suivi par rapport aux choses et qui permettra peut-être à la personne assignée au problème de répondre soit OK, je modifie les plans, ou bien écoute, ce problème ne me concerne pas parce que j'attends telle et telle information de telle personne et peut-être transférer à une troisième personne pour demander de prendre des actions, ou soit simplement de répondre écoute Sophie, mais c'est en ordre, ça correspond à ça et ça a été une demande particulière et en fait c'est en ordre. Donc voilà, cette fenêtre-ci permet vraiment le suivi. Vous voyez que tout est timé, tout est très clair de ce côté-là. Et alors, les deux dernières colonnes permettent de sélectionner les problèmes et de les filtrer. Donc là, on a quelques filtres de base qui sont assez simples. Les problèmes que j'ai reportés, les problèmes fermés, les problèmes qui me sont attribués. Voilà, par exemple, ici, je n'ai pas de problème. Et les problèmes que je suis ou pour lesquels je suis observatrice. Donc voilà, une vue assez globale et rapide sur le suivi des différentes remarques qui sont faites. Alors, je vais juste
l'onglet ici voilà. Vous verrez régulièrement que j'appuie sur la petite maison qui se situe en bas. Ça permet de replacer la maquette dans son état initial, voilà, avec une vue de départ. Je vais vous montrer maintenant au niveau des plans. Au niveau des plans, on a exactement la même structure qu'on a au niveau des maquettes, donc par corps de métier. On a les plans des architectes. On a les plans des techniques et ventilation, donc de Buildtech ici. Et à nouveau, on peut prendre un de ces plans-là et le contrôler par rapport à la maquette. Alors, c'est clair que c'est extrêmement important pour nous d'avoir des plans qui soient au plus près et qui reprennent toutes les informations qu'on a dans la maquette. Parce que sur chantier, ce sont encore et toujours à l'heure actuelle les plans qui sont communiqués aux ouvriers et donc c'est très important voilà, qu'ils soient corrects et qu'ils correspondent à ce qui a été discuté. Donc on peut ici appuyer sur le petit carré vert et on voit qu'on a une superposition en fait de la maquette et du plan. Et donc ça, on voit voilà, les différentes bouches, où est-ce qu'elles s'intègrent au niveau des pièces. Et si on remonte un petit peu, on voit également les tuyaux tels que dessinés dans la maquette qu'on peut comparer avec les tuyaux du plan. Ici, on voit qu'il y a eu deux modifications de bouche. Le collecteur a été légèrement déplacé, donc voilà, il y a eu quelques petites modifications. Peut-être on n'a pas la même jeu de plan ou la même version de plan entre les plans et la maquette, mais voilà, ça peut être à nouveau souligné par une petite remarque, une petite bulle qu'on a ici, et on peut... je vais venir directement à la réponse mise à jour des maquettes et des remarques par la suite, dans la deuxième partie de la présentation, pour répondre à la question. Et donc voilà, donc ça permet vraiment un échange assez rapide au travers de la formulation de ces problèmes, de ces remarques ici dans les plans. Je ne vais pas vous refaire voilà, la petite démonstration à chaque fois. Pour la suite des remarques, j'aimerais bien vous montrer un projet qui correspond plus à ce qu'on fait en termes de taille et de dimension, qui est le projet de notre future maison témoin à Mertiche. Alors, c'est clair qu'ici, CLK est son propre client, donc on a réalisé un maximum de choses en interne, autant que faire se peut. Donc, on a réalisé la maquette, on a réalisé les techniques HVAC et on a fait appel au bureau plan B pour ce qui est de la statique. Donc, à nouveau, comme la dernière fois, on a le cube qui permet de visualiser les différentes maquettes. Donc, on a ici la maquette de l'architecte. On a, comme tout à l'heure, je ne vais pas retourner dans le détail, la maquette au niveau de tout ce qui est HVAC. Et on a, par contre, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, la maquette au niveau de la statique. Donc, à nouveau, il y a moyen de contrôler facilement, très visuellement, à quel point celle-ci est correcte, simplement en mettant à nouveau la maquette de l'architecture en transparence. Et là, plutôt que de garder l'autre pleine parce qu'on ne voit pas toujours très bien, on peut décider d'ajouter une couleur. Et donc, voilà, je vais ajouter un bleu foncé, par exemple. Après, c'est selon la couleur que vous aimez bien. Et voilà, et donc ça permet directement d'un seul coup d'œil de vérifier si les ouvertures ont bien été respectées. On voit ici à la limite que la maçonnerie s'arrête vraiment là où c'est nécessaire à la limite. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a l'espace prévu pour une façade isolante. Donc, on travaille avec des façades isolantes habituellement d'ordre de 24 cm pour les maisons passives. Et de l'autre côté, on voit encore le cube, il est mitoyen. Donc là, il n'y a pas nécessité de mettre une telle isolation. On peut aussi, au travers des coupes, décider de couper à n'importe quel endroit et dans n'importe quel sens le projet, et donc de contrôler aussi l'intérieur et pas uniquement l'extérieur. Et on voit ici au niveau des plans
très clairement où se situent les murs porteurs, les murs non porteurs étant simplement en transparence, et on voit que les deux correspondent parfaitement ensemble. Donc voilà pour ce qui est au niveau de la 3D. Au niveau des plans, ben, de nouveau la même structure assez simple. Étant donné au niveau donc, égouttage et ventilation, plan permis de bâtir, plan de réalisation et la statique. Donc au niveau de la statique, par exemple, on peut ouvrir un plan où on a du coup des informations plus détaillées au niveau de la statique. Et on peut, comme tout à l'heure, contrôler ce plan. Je vais peut-être remettre les couleurs plutôt que le bleu. Donc, ce sera plus facile. Voilà. Et donc voilà, donc comme tout à l'heure, on peut superposer le plan sur la maquette. À ceci, c'est assez intéressant pour la statique de le faire parce que, comme vous le savez, les architectes regardent vers le bas, ce qu'il y a sur la dalle et les murs qui reposent sur la dalle, tandis que les ingénieurs regardent vers le haut et les murs du coup qui portent cette dalle. Et donc du coup, on peut vraiment jouer avec les hauteurs pour superposer par rapport aux bons étages, par rapport à ce qu'on veut contrôler. Donc quand on veut contrôler les murs, c'est clair que voilà, il faut rester en dessous au niveau des pièces. Donc on voit ici qu'on a les murs qui correspondent exactement et on peut voir également facilement les murs intérieurs. Et à nouveau, de façon très visuelle, on peut voir ici que le dessin qui a été fait au niveau de la porte coulissante va un tout petit peu plus loin que ce qui est prévu au niveau de la statique. Donc, clairement, là aussi, on peut pointer cette petite remarque et se poser la question de savoir si on sait soit réduire la partie intérieure de l'éclisse ou soit réduire la largeur du mur de ce côté-ci. Aussi, donc, quand on monte, on peut contrôler au niveau de la dalle. Et donc, là aussi, c'est assez facile de contrôler les ouvertures, pour ne pas bétonner sur chantier des réservations. Et donc voilà, on voit qu'on a l'ouverture ici au niveau de la mezzanine et de l'escalier qui est bien dessiné et dans la maquette et sur le plan de la statique. On voit également qu'on a une réservation ici pour une gaine technique qui est correctement indiquée. Et on peut voir qu'il y a une descente ici qui est, elle, par contre, pas spécifiée explicitement au niveau de l'ingénieur. Bon, sa dimension n'est pas très grande, à voir si on veut la dessiner, mais en tout cas, sur les plans, ça peut aider les maçons pour ne pas l'oublier lors du coffrage et du bétonnage. Donc, voilà. Quelques informations et quelques façons de contrôler facilement les plans qui nous sont communiqués par rapport aux maquettes. Je peux terminer ici toute la partie de contrôle en vous montrant également les plans de la ventilation. Donc, comme la dernière fois, c'est vrai qu'on peut superposer et contrôler donc, par rapport aux pièces. On peut aussi, si je reprends le côté 2D, on peut aussi facilement mesurer grâce à l'outil de mesure ici des dimensions qui ne seraient pas forcément indiquées par l'architecte pour voir, voilà, contrôler des longueurs de tuyaux ou des choses comme ça. Et donc, si on prend la 3D à nouveau, on peut voir, voilà, faire le contrôle comme je l'ai déjà montré tout à l'heure. Ici, on peut voir au niveau de la salle de bain qu'il y a eu une séparation, en tout cas, entre le WC et le reste de la salle de bain. Et donc, il peut être intéressant d'ajouter ici une petite bouche d'aspiration d'air également. Alors, j'avais prévu voilà, simplement informer là-dessus quand j'ai préparé la réunion il y a quelques temps sur ce que je pouvais vous montrer. Maintenant, j'ai eu la malchance de ne pas effacer
directement ce problème-là. Et donc, du coup, il y a eu un suivi qui s'en est fait. Et je propose de vous montrer, de passer à la deuxième partie de Revisto et de vous montrer comment est-ce qu'on communique. Et se fait, justement, pour répondre à la question, se fait le suivi par rapport à toutes les remarques qui sont encodées dans le système. Et c'est vrai que par rapport à ça, Revisto est assez facile à prendre en main et assez facile pour le suivi. On a une première façon qui est du coup assez automatique, dans le sens où, voilà, ici, ce problème-ci que j'avais créé pour le WC, j'avais mis en bénéficiaire la personne donc l'ingénieur chargé du dessin, et en observateur les responsables du département. Vous voyez ici que le responsable du département a mis oui, en effet, il faudrait une petite bouche, et la personne qui dessine les bouches, du coup, de répondre ouvert vers résolu. Et en fait, toute cette discussion-là, je la reçois également par email lorsque les personnes interagissent. Donc, vous voyez ici, j'ouvre le premier email en question que j'ai reçu qui indique voilà, en effet, il faudrait mettre une bouche. Alors, les emails, on peut les recevoir directement ou bien les recevoir une fois par jour ou une fois par semaine. Ça, c'est vraiment un paramètre à encoder une fois pour toutes au début. Et puis après, on reçoit les emails selon ce qu'on souhaite. Alors, si l'image ici n'est pas explicite, on peut toujours l'agrandir et l'afficher en grand pour se souvenir de ce qui a été discuté, ou on peut aussi ouvrir directement dans Revisto. Pareil, la deuxième remarque, ben voilà, c'est résolu. Et donc voilà, on se reçoit des emails pour être vraiment de façon automatique contacté et informé, en tout cas, du suivi de chacun de ces problèmes. Une deuxième façon de communiquer autour de ces problèmes est une communication qui est par exemple utilisée chez nous par certains architectes, qui est une fois que toutes ces remarques sont faites, ou même en cours de processus, s'ils veulent faire dessiner les choses, il suffit de cliquer sur l'onglet rapport pour pouvoir obtenir un rapport PDF qu'on peut du coup communiquer au dessinateur peut-être en charge du projet. Et donc, voilà, une fois qu'on clique, on est dans l'outil de reporting. On peut soit créer un nouveau rapport ou soit modifier un déjà existant. Ici, je vais vous montrer celui-ci. Et donc, voilà, on a simplement un titre. Ici, les points à régler. On peut choisir qui voit le rapport qui est fait. Le rapport peut être sorti soit en PDF, soit en Excel. On peut inclure toute une série d'options. Par exemple, ici, moi, j'ai choisi voilà, d'avoir les remarques par ordre de personnes assignées, donc triées par personnes assignées. On a vraiment tous les paramètres qu'on souhaite avoir et de réaliser un filtre sur les problèmes qui ont un statut toujours en cours ou en progrès. Donc, ça me permet d'avoir un rapport du coup qui souligne tous les points qui ne sont pas encore clôturés. On pourrait dire de se l'envoyer toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et j'ai choisi ici mon adresse email pour la recevoir par email. On clique sur envoyer maintenant et alors du coup le rapport est envoyé. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà le mail qu'on reçoit et simplement ici en cliquant sur le projet, voilà. On ouvre le PDF sur le lien, on ouvre le PDF et voilà à quoi il ressemble. Une première page de garde et puis à nouveau tous les détails tels que souhaité, les points qui restent encore en suspens, voilà, dimension porte-coulissante, etc. Donc
Donc voilà, tout ça permet du coup un suivi assez facile, même à une personne qui n'a pas Revista. Et à nouveau, si on clique sur le numéro, on peut afficher l'image en grand et on peut aussi l'ouvrir dans Revista si on a Revista. Donc voilà, deux façons déjà assez simples et directes de faire suivre l'information. Pour les deux dernières façons que je souhaite vous présenter, je vais vous ouvrir un dernier projet qui est celui d'un client. Et donc là, c'est vrai que je vous ai beaucoup montré, j'ai beaucoup parlé sur tout ce qui était technique, mais pendant qu'on avance du côté technique, le client n'est pas en reste, puisque lui, il a beaucoup de choix à faire également. Et donc, par rapport à ça, c'est clair qu'au niveau des choix intérieurs et du design, il y a aussi pas mal d'informations qui arrivent et qui doivent être communiquées et ou intégrées à la maquette. Et l'avantage de Revista, donc comme vous avez vu, c'est très facile de faire des annotations. Et ici, nous utilisons l'outil d'annotation du coup pour réaliser les remarques. Donc ici, par exemple, voilà, le client choisit un parquet pour lequel il faut une réservation de 18 mm sous niveau fini pour la chape. Voilà, avec l'outil de sélection, on sélectionne la pièce et on met l'information. Pareil ici pour cette pièce-ci. On peut également spécifier les dimensions des portes pour la maçonnerie. On peut informer quel type de garde-corps. Ça permettra de savoir à quelle distance il faut finir la dalle au niveau des maçons ou quel est le type d'escalier qui devra être prévu. Et donc, une fois que toutes les informations sont encodées, simplement voilà, en ajoutant point par point les différentes remarques avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que ça est fini, on a un plan du coup qui contient toutes ces informations-là et on peut très facilement le communiquer à une personne tierce en cliquant sur le point ici « Exporter au format PDF ». Alors, on peut à nouveau choisir de faire des filtres. On pourrait dire je prends uniquement mes remarques ou enfin voilà. Ici, il y a peu de remarques sur le projet, donc je vais les laisser toutes. Et imprimer les marquages, donc les annotations faites sur chacune des remarques. OK, on sauvegarde le PDF là où on le souhaite. Et je vous montre tout de suite de quoi ça a l'air. Voilà, donc on a simplement un PDF qui reprend ici les remarques qui ont été faites par rapport au plan. Maintenant, le gros avantage, parce que certains utilisent déjà PDF et mettent leurs annotations directement dans le PDF, le gros avantage de le faire dans Revista, c'est que du coup, au niveau du suivi, s'il y a une deuxième version de plan ou si on décide de mettre à jour des plans ou si on est encore en réalisation et qu'on veut vraiment inclure ces remarques dans la maquette, mais c'est très facile pour l'architecte de le faire et de prendre ces remarques une à une et d'ajuster le plan et les maquettes selon les informations reçues. Une toute dernière façon de faire qui, elle, nécessite encore moins d'écriture de la part de celui qui fait les choix avec le client. C'est clair qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent aussi et qui sont spécifiquement conçus pour la création du design intérieur au sens large. Je pense ici par exemple aux cuisines ou aux agencements, etc., qu'on peut faire dans l'intérieur des bâtiments. Et il y a possibilité d'extraire directement de ces logiciels, de faire un export IFC pour du coup réinclure cette information-là dans Revista et du coup la rendre accessible à tout le monde. C'est ce qu'on a fait ici dans cette maquette au niveau de la cuisine. Et donc très clairement, si ici je choisis un élément tel que les tags de cuisson, ben, j'ai toutes les informations IFC de dimensions, etc. Mais j'ai aussi les informations qui sont indiquées dans le logiciel, qui sont qu'ici, on a affaire à une tag à induction de la marque Siemens. Ou si je prends ici le frigo,
on a là aussi un combiné Siemens avec des portes en verre noir. Donc voilà, donc on a vraiment une information qui est simplement disponible par double clic, comme on l'a pour les murs et pour les différentes choses, mais aussi pour tout ce qui est les revêtements de finition de la menuiserie. Donc voilà, je vous ai montré 4 façons de communiquer clairement et rapidement et efficacement au niveau de Revisto. C'est clair qu'elles peuvent être vraiment très facilement prises en main par tout un chacun. C'est des plans que je vous ai montrés qui sont bien sûr en cours d'élaboration. Ce n'est pas des plans parfaits, ce n'était pas le but. Mais c'était surtout l'objectif de montrer à quel point, au travers de Revisto, on peut travailler efficacement, même quand on est confiné comme à l'heure actuelle, tout le monde ensemble pour faire avancer les projets. Et je suis aussi certaine que sans l'outil que représente Revisto et sans la réalisation BIM qu'il y a derrière, il y a un bon nombre de ces détails dont je viens de parler qui seraient sans aucun doute passés à la trappe. Donc, c'est clair que s'il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique, j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui que cet écart peut être aussi nettement réduit grâce à toutes ces bonnes pratiques qu'on peut vraiment mettre en œuvre dès à présent grâce à Revisto. Donc voilà, j'ai terminé de mon côté. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, je vais repasser la main à Tristan. C'était vraiment intéressant. J'adore vraiment écouter les retours clients. On voit que tout le monde a une façon de faire et des processus différents. On avait une question sur les mises à jour des maquettes. Est-ce que tu voulais en parler un petit peu? Tu avais dit que tu allais montrer un peu comment vous gérez les mises à jour. Oui, alors c'est pas moi qui m'occupe précisément des mises à jour, donc ça c'est notre BIM coordinatrice qui met à jour les maquettes et donc voilà, aussitôt qu'on a une nouvelle maquette, elle peut être disponible via Revisto. Je ne sais pas s'il y a une question particulière par rapport à ça, si c'est comment est-ce qu'on fait là, c'est clair que tout dépend le logiciel avec lequel on travaille. Nous, on travaille avec Archicad et donc il y a un plugin qui permet depuis Archicad de cliquer simplement et d'exporter et de mettre à jour Revisto. Maintenant, voilà, il faut voir avec je pense qu'il y a aussi Revit, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs plugins compatibles avec Revisto, mais ça, tu sais sûrement mieux en parler que moi. C'est exactement ça. En fait, tout dépend des logiciels de conception qui sont utilisés pour les mises à jour. On a un plugin qui permet d'exporter donc soit en direct une fois qu'on a fait la modification, ou de prévoir un export régulier, soit journalier, soit hebdomadaire. Voilà, je pense avoir répondu à la question de Monsieur Zepen. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On reste encore 2-3 minutes pour les questions. Si besoin, évidemment, on reste disponible par la suite. D'ailleurs, je vais vous recommuniquer nos coordonnées. Merci beaucoup, en tout cas, à CLK Construction et à ses partenaires pour ce webinaire qui était vraiment très intéressant. Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, qui a le droit de fermer une remarque? Tout dépend des droits effectivement qu'on donne. Donc, c'est à vous de définir le type de droit que vous donnez pour les remarques. Y a-t-il une procédure de workflow pour ce genre de validation? Oui, c'est-à-dire que tout dépend. C'est à vous de définir la procédure finalement en interne. Typiquement, quand un chef de projet a fait une modification sur son dessin, est-ce que il a le droit, lui, vous chez vous, de dire que effectivement c'est résolu, ou est-ce que c'est la personne qui a créé la remarque? Donc ça, tout dépend des processus internes finalement. Donc c'est à vous de les définir. Voilà, je confirme, c'est vrai que Revisto permet vraiment de jouer comme on a envie de ce côté-là. Voilà, bon, je pense qu'on a plus de questions, mais en plus on arrive pile poil à la fin. Merci encore Sophie. Merci à toi d'avoir participé.
C'était avec Avec beaucoup de plaisir. plaisir. Avec plaisir. Ah, je crois qu'on a encore une dernière question. Revisto permet-il de faire la détection de clash ou est-il plus basé sur de la revue de projet? Alors, la détection de clash est prévue dans notre roadmap. On ne la fait pas encore aujourd'hui. Nos clients utilisent des logiciels type Navisworks, Solibri. On a un plugin également avec Navisworks qui nous permet d'intégrer la détection de conflits en direct dans Revisto. Donc, ce qui permet d'avoir tout sur une plateforme unique et qui permet également de gérer ces conflits comme une remarque Revisto finalement. Du coup, on va pouvoir l'attribuer à quelqu'un, on va pouvoir ajouter des commentaires, etc. de manière beaucoup plus simple. Alors Sophie, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous, chez CLK, vous n'utilisez même pas de logiciel Non. de détection. Tout se fait via Revisto finalement. Voilà, je trouve qu'avec Revisto, c'est vrai que j'ai pas, on peut montrer pendant des heures, mais on peut vraiment, voilà, par exemple, mettre les coupes en transparence. Et je pense, enfin, sur 10 minutes, on check tout un projet de façon assez intuitive et assez rapide. Là où avec des plans, ben, c'est nettement plus laborieux. Et d'un autre côté, bon, détection de clash, ok, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place des règles, des paramétrages, ok, ça c'est un clash, ça ne l'est pas, etc. Et au final, on se retrouve avec beaucoup de clashs dont seulement certains ne sont peut-être pas, enfin voilà, avec peut-être beaucoup qui ne sont pas vraiment des clashs et c'est des choses normales, je vais dire, qu'on laisse et qui ne nous impactent pas au niveau du projet. Et donc, c'est vrai qu'on prend beaucoup plus appui sur l'expérience des personnes de chantier, je vais dire, pour faire remonter et visualiser les choses rapidement. Et je pense que ça fonctionne bien aussi. Super. Je crois qu'on a, ouais, je crois qu'on a atteint toutes les questions. Il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde.